Mélodie, la radio vintage forever. Né sous le soleil de Sicile, l'artiste que je reçois aujourd'hui a réchauffé le cœur de millions de fans. D'un petit café de Tilleur à la scène de l'Olympia, il a toujours chanté l'amour avec un succès jamais démenti. Ces ritournelles, vous les connaissez par cœur. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime, Chicago, Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne et bien sûr tant d'autres. Aujourd'hui, il nous revient avec un nouvel album intitulé Tout s'oublie un jour. Une chose est certaine, avec cette chanson, il ne quittera pas votre mémoire. Frédéric François, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir invité, vraiment. Et merci d'être avec nous pour parler de ça. Ça y est, ah oui, il est le nouveau bébé. Le nouveau bébé. C'est le combien 48e album? Bah, je ne les compte pas, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est le nouvel album qui s'appelle Tout s'oublie un jour. Ouais, avec un titre à la fois fort, apaisant. Vous y chantez des textes, on les connaît déjà par cœur. Ça fait quoi, un mois qu'il est sorti cet album? Un petit mois? Oui, 2 mois, exactement. 2 mois, et si je ne t'avais pas, on s'attendait, ou encore Ma vie c'est ma vie. Voilà, avec surtout le titre Tout s'oublie un jour, écrit par Frédéric Zetoun. Voilà, on peut guérir de tout. Dans cet album, c'est ça, c'est un chant d'espoir que vous voulez nous raconter. En fait, ce sont des chansons d'amour et d'espoir. Si je parle de Tout s'oublie un jour, c'est une chanson d'amour et d'espoir, bien sûr, qui parle des peines de cœur, mais ça s'adresse à tous les publics, je veux dire à tous les âges. Les peines de cœur, elles peuvent être à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et bien sûr, les épreuves de la vie. Ce qu'il y a de très important pour moi, c'est le pouvoir du temps qui passe, pour apaiser vraiment toutes ces douleurs et se dire toujours que au bout du chemin, il y a des jours heureux qui nous attendent et le soleil peut briller. Ouais, et donc ça, c'est important. Donc c'est un message d'espoir. Dans toutes les chansons, en fait. Des chansons d'amour qui finissent bien, des chansons d'amour que les gens s'approprient et qui voudraient vivre. Et il y a toujours une note d'espoir, oui, bien sûr. Et dans cette chanson, vous dites que vous consolez votre fille du papa qui la connaît bien. On sent un lien forcément dans ce titre avec votre enfant. Est-ce que ça a toujours été votre moteur finalement de faire ce lien, donc là, à titre personnel, dans la chanson, mais avec votre public, le lien qui vous unit depuis maintenant plus de 50 ans de carrière? Moi, je suis très près du public. Je pense que je suis devenu un chanteur qui est rentré dans les familles. C'est pour ça que ce public est fidèle et nous suit maintenant depuis toutes ces décennies et les chansons qui se transmettent de génération en génération. Voilà, c'est parce que, à mon avis, les mamans, en conduisant les enfants à l'école, ont mis les cassettes à l'époque ou à la maison ou dans les fêtes, ils ont chanté les chansons. Et donc, ces chansons sont dans la mémoire collective, voilà. Mais voilà, je suis près du public et en fait, quand on me demande une dédicace, je la fais de tout cœur parce que je sais que je vais rendre des gens heureux. Et ouais, vraiment. C'est fou le nombre de personnes qui vous aiment, qui vous suivent. Ça doit faire du baume au cœur, tout ça. Ça me touche. Ça me touche. Jamais j'aurais pensé. Mon Dieu, si je reviens à mes débuts à Tilleur, le charbonnage et tout, mon père qui voulait que je sois chanteur, jamais j'aurais pensé que quelqu'un serait venu nous chercher pour faire ce métier-là. Et quand on a fait les premiers succès, est-ce que ça allait durer? Est-ce que ça allait pas durer? Et voilà que maintenant, 5 décennies sont passées et le public est toujours là. Je refais l'Olympia encore le 16 novembre et toute une tournée en 2026. Donc c'est formidable. Je dis merci au public, merci de tout cœur pour leur fidélité. Vraiment, ça me touche vraiment. Oui, et cette petite voiture qui un jour est arrivée rue du Chêne pour venir vous chercher et vous faire enregistrer un disque. Oui, un peu comme... J'avais vu un film avec Ray Charles où il y avait exactement la même scène. Et ça m'avait vraiment ému, cette voiture décapotable qui s'arrête devant sa maison et qui vient le chercher pour enregistrer un disque. C'est ce qui s'est passé avec moi. Une voiture décapotable dans la cité où j'habitais s'est arrêtée près de chez mon père. Il est venu frapper à la porte. Mon père a ouvert la porte, il est rentré, il a dit « Voilà, j'ai entendu parler de votre fils, je veux l'enregistrer. » Et mon père de dire « Vous savez, tout le monde nous demande pour le moment, on a des demandes de partout, on n'avait rien du tout. » Et oui, il jouait déjà l'impresario, votre papa. Oui, il jouait l'impresario. Oh, vous savez, n'allons pas trop vite, on a tellement de demandes, et en fait, on n'avait pas de demandes. Et on a enregistré un premier disque, un deuxième, mais bon, tout ça s'est fait progressivement, parce qu'au début, on a vendu 500 disques, puis 1000 disques, puis 2000, puis 3000, et il a fallu attendre
Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Voilà, en 71. Voilà, qui a fait un succès terrible en Wallonie et que le nord de la France écoutait. Ouais. Et donc, le nord de la France, les radios ont commencé à jouer cette chanson. Voilà comment Frédéric François est né Oui, sur le territoire français. parce que vous avez 3 identités. Francesco Baracato, Baracato. François Barra, C'était mon premier le disque. premier ça. disque, et le fameux Frédéric François. Ouais. Oui, le François Barra, voilà. J'avais 16 ans, je faisais partie d'un orchestre qui s'appelait Les Tigres Sauvages. Et c'est mon père qui avait contacté les gens de ce concours pour nous faire participer. Mm. Et donc, j'ai gagné ce concours. Pour la première fois de ma vie, je gagnais un concours. Donc, et il y avait à la clé un enregistrement et un passage, C'est le micro-sillon d'argent. le pardon. micro-sillon d'argent, et un passage en première partie de Johnny Hallyday et de Michel Polnareff. Ok. Donc, c'était génial. Et Michel Polnareff de me raccompagner dans sa Rolls, Vous en rendiez pas compte. jusque chez moi. À mon avis, j'étais assis à côté de lui. Je disais oui, non, je sais pas trop. De Sommeville, qui a écrit Tous les bateaux, tous les oiseaux conduisaient la Rolls. Et quand j'ai dit à mes copains le lendemain, vous savez quoi? Michel Polnareff m'a raccompagné à la maison dans une Rolls. Et ils me regardaient tous. T'es sûr, dans une Rolls? Dans une Rolls? Je dis oui, regarde, j'ai même la photo dédicacée. Ouais, c'était magnifique. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que quand il est venu chanter à l'Arena, à Paris, dans son programme, il y avait l'anecdote. Il a raconté Il y avait l'anecdote. l'anecdote. Et ça m'a fait plaisir, vraiment. Bah oui. En tout cas, tout a commencé. Alors, la grande carrière a commencé avec Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Et là, je vais vous proposer d'écouter le dernier succès, le prochain tube. C'est Tout s'oublie un jour. Croisons les doigts. Allez, on écoute Tout un petit s'oublie un extrait. jour. Oui. Tout s'oublie un jour, les chagrins d'amour, non rien de toujours. Tout s'oublie un jour, tout s'oublie un jour. Mon amour, tout s'oublie un jour. Voilà, Tout s'oublie un jour, la chanson d'amour. Vous avez toujours chanté l'amour, Frédéric. Oui, depuis toujours, parce que je pense que, tu vois, l'amour est l'émotion la plus forte chez l'être humain. Et c'est important. Les gens se retrouvent dans les chansons. On leur donne, bien sûr, des chansons d'amour, mais d'espoir. Et il y a 1000 façons de chanter l'amour. Hein. Parce qu'on dit, ils chantent toujours l'amour, mais c'est pas... Il y a 1000 façons. Voilà, j'ai chanté l'amour, par exemple, quand j'ai chanté Mamina sur scène. C'est une chanson d'amour. Tout le monde se retrouvait avec leur maman le matin, qui préparait le déjeuner, qui les conduisait à l'école. Et donc voilà, ça touche tout le monde. Tout le monde s'approprie la chanson. Mamina, fou d'elle pour ma fille, ma fragile, voilà, la garde partagée, enfin, toutes des chansons comme ça qui étaient sur les sur albums. cet album-là, il y en a, il y a la garde partagée, je crois, non? Oui, sur un album. Voilà, toutes ces chansons-là qui n'ont pas été des tubes, mais qui sont dans les albums, le poids des mots, la force des mots et l'histoire, c'est important. C'est des chansons d'amour. Oui, puis il y en a un, il y a peut-être un tube là qu'on ne peut pas oublier, que le public demande et vous redemande et vous redemande. Si je vous fais écouter ça. C'est quoi? Dites-moi. Oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Je t'aime à l'italienne. C'est devenu une chanson culte. Jamais j'aurais pensé que ça allait faire un tube de cette puissance, quoi, et que ça allait rester dans la mémoire collective, parce que juste avant, il y avait eu Mon cœur te dit je t'aime. 83. Oui, qui avait fait un tube énorme, qui nous avait permis de faire 1 mois d'Olympia. Et je me suis dit, et le prochain, ça va être quoi? Hein? Après un tube comme ça, c'est difficile de refaire un autre tube. Et là, j'ai écrit Je t'aime à l'italienne, qui est devenue voilà, une chanson qui me colle à la peau. Et quand on dit le nom directement, on passe à Je t'aime à l'italienne. Et c'est devenu, voilà, je crois qu'il est dans la mémoire collective de plusieurs générations. Ça, c'est la magie de la musique, de la vie. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, quand j'écris une chanson, j'ai peur. Je me dis, est-ce que les gens vont aimer? Je me dis toujours,
est-ce qu'ils vont l'apprécier? Est-ce que ça va devenir une chanson populaire, un tube, comme on dit? Et donc, il y a toujours cette angoisse. Et puis, quand vous voyez que Je t'aime à l'italienne aujourd'hui, elle a quoi? Elle a 40 ans. 40 ans. Et elle est 85. comme si on l'avait fait Et ouais. il n'y a pas longtemps. Et puis je crois que cette chanson, c'était l'une des chansons préférées de votre papa. Vous le dites dans votre ouvrage, Je t'aime à l'italienne, non? C'était pas l'une de ses... Oui. En fait, voilà, il a vécu jusqu'à Je t'aime à l'italienne. Il était venu à l'Olympia. Il avait fait 2 voyages dans sa vie, de Sicile en Belgique et de Belgique à Paris, à l'Olympia. C'était en 84 pour Mon cœur te dit je t'aime. Et donc, il a connu le succès de Je t'aime à l'italienne. Il adorait la chanson. Il a chanté toujours quand j'allais le dimanche à la maison pour la pasta dominicale. Et voilà, à mon avis, s'il savait, s'il savait ce qui s'est passé depuis, cette continuité avec le public et cet amour, mais il le sait, il le voit de là-haut. Mais c'est formidable, il doit être fier. Fier qui est toujours un baracato qui joue de la musique. Oui, il doit être fier parce que voilà, il y croyait tellement, mais tellement, depuis que j'avais 13 ans en fait. À 13 ans, il allait dans un bistrot sicilien où on habitait. Au Passage à Niveau, c'est ça? Le café du Passage à Niveau. Et il disait à tous ses copains, parce qu'il jouait à la briscola, voilà, c'est un jeu italien, aux cartes, il disait à tous ses copains, un jour mon fils, ça va devenir un grand chanteur, une star. Et sûrement que tous ses copains disaient, ok, Giuseppe, oui d'accord, tu peux toujours rêver, quoi. Donc il y croyait, il a... Voilà, toutes ces économies, il les a placées pour que je rentre dans des groupes. Il m'achetait le matériel. En faisant ça, bien sûr, il n'avait plus les moyens d'aller voir ses parents en Sicile. Et donc, je lui dois tout. C'est pour ça que je parle souvent de lui et je me dis, papa, tu peux être fier de ton fils, de ce qu'il a fait. C'est sûr. Tout est parti en plus d'une chanson de Au Sole Mio, je crois. Vous chantiez sur cette table. C'était votre première chanson devant un public. Oui, parce que comme l'anecdote le dit, mais c'est la vérité, donc je ne peux pas inventer une anecdote. Ma mère me dit, va chercher papa, parce que j'ai préparé le dîner. Et donc voilà, je suis parti de la maison, la rue de la Meuse, qui était en face du Charbonnage. J'ai contourné le Charbonnage. Je suis allé dans ce café, le Passage à Niveau, qui est un café sicilien, et j'allais chercher mon père. Et quand je suis rentré, mon père, tellement fier de me voir, il a dit à tous ses copains, chut, maintenant on ne parle plus, on ne fait plus rien. Il m'a mis sur une table et il m'a dit, voilà, mon fils va chanter pour vous, a cappella, Au Sole Mio. Et donc moi, bien sûr, j'ai commencé à chanter Au Sole Mio et c'est là que j'ai connu mes premiers applaudissements. Ouais. C'est un coup du destin finalement peut-être. Encore une fois, la voiture... Là, en premier, la voiture. La voiture après. Oui, après la voiture. Que vous chantiez sur la table de ce bar. Et puis, peut-être il y a eu cette progression, en fait. Chanter dans ce bistrot. Voilà. Puis, il m'a fait rentrer dans les orchestres. C'est lui qui allait... Avant que Desfournis vienne vous chercher. Avant que Desfournis ne vienne me chercher. C'est lui qui avait vu cette affiche dans un magasin de musique. On cherche guitariste, on cherche un chanteur. Donc, c'est lui qui faisait tout ça. Et puis, non seulement le premier groupe, les Éperviers, mais même le deuxième, les Tigres Sauvages, c'est lui. C'était des Siciliens qui avaient un groupe et ils disaient, ouais, mio figlio canta, mon fils il chante, ce serait bien qu'il puisse faire partie d'un groupe. Donc c'est lui qui faisait tout ça. Et tout ça s'est enchaîné, mais vraiment comme un puzzle. Comme si c'était écrit et qu'on devait faire ça, et on a fait ça, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous chercher, en fait. C'est ça. Et puis le destin, il vous sourit aussi peut-être quelques années plus tard avec une disquaire luxembourgeoise qui vous dit enregistrer cette espèce de schlager, non? C'est pas ça? Oui. Il y a une belle histoire là-dedans. C'est pour ça que je vous parle du destin. En fait, je fais une émission à Monte-Carlo et dans cette émission, il y avait un gars qui s'appelait Céron et qui dit, voilà, j'ai fait un disque qui s'appelle, je sais pas, Symphonie, si mes souvenirs sont bons, Symphonie en do mineur peut-être, un truc comme ça, et ça s'appelle du disco. Moi j'écoute ça, oui, pourquoi pas, hein, sans savoir que le disco
allait faire des ravages Eh ouais. et allait vraiment mettre de côté toute une génération qui étaient les chanteurs, les beaux gosses, comme on les appelait, ou les chanteurs à minette, comme Mike Brandt, Patrick Juvet, Ringo, Sheila, Eric Chardin et Stone. Et donc, voilà, je suis parti en Amérique parce que ça me faisait trop mal. Des angoisses qui se répercutaient dans le temps. Je n'avais pas compris que le disco allait prendre la place et que peu à peu, tout ce que je faisais s'éliminait. Plus de radio, plus d'émissions de télévision, plus de spectacles, plus d'impresarios, plus rien du tout. Et alors, même les gens, je leur manquais. Ils me disaient « Ah, maintenant, vous êtes devenu une star, vous voulez plus chanter pour nous. » Alors que ça faisait un an, juste un an que vous aviez quitté un peu, été mis... vous nous abandonnez. Voilà. D'autres, encore plus méchants. Vous n'étiez pas chanteur, vous, dans le temps. Oh, ça doit être terrible. Ouais. Oh, c'était terrible, terrible. Et alors, j'ai décidé avec cette maladie qui est devenue la spasmophilie, j'ai décidé de partir en Amérique et de me soigner moi-même, redevenir Francesco Baracato. Ouais. Vraiment. Et donc, après ce séjour en Amérique où je voulais rester en Amérique, bien sûr, on est au téléphone avec papa, avec maman. Il faut que tu reviennes. Francesco, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. Je suis revenu et je suis allé au Luxembourg faire une émission italienne. Et là, en ville, il y avait une fille qui travaillait chez un disquaire et qui est sortie carrément. Moi, je regardais la vitrine, elle est venue me trouver, elle m'a dit « J'adore ce que vous faites, vous devriez chanter cette chanson-là. » Alors moi, je me suis dit dans ma tête, comme toujours, « Fredo, cette fille, on l'a engagée pour l'été et elle est payée pour vendre des disques. Tu vas rentrer et tu vas acheter ce disque allemand, même si tu ne comprends rien du tout. » Et donc, je suis rentré. Bien sûr, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai écouté ce disque et j'ai acheté ce disque. Et vous l'aviez après Puis je l'ai écouté à la maison une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et je me suis dit, mon Dieu, en tant que musicien, j'avais compris ce qu'ils avaient mis dans musicalement. Il y avait, oui, on appelle ça un schlager, mais quand même le fond était un peu disco. Ok. Hein? La batterie était présente. Et donc, j'ai enregistré ce disque avec beaucoup de difficultés parce que personne ne voulait en entendre parler. Et là, le hasard fait toujours bien les choses. Encore une fois. François Mitterrand autorise en 81 toutes les radios libres d'émettre. Et voilà que les gens ont accès aux radios libres et demandent leur chanteur préféré. Et c'était vous. Et là, Adios Amor, ce disque allemand devient un tube énorme. Quand on m'annonce 800 000 disques vendus, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comme si j'avais été repêché. De chez Vogue, toujours. Oui, vous n'étiez pas encore chez Tréma. J'étais chez Vogue. J'étais chez Vogue. Comme si j'avais été repêché pour continuer, allez, je ne vais pas appeler ça une mission, mais continuer à chanter des chansons d'amour parce que je manquais à des milliers de personnes. Ouais. Oui. Et en tout cas, peut-être vous manquiez aussi à une personne qui partage votre vie depuis des années, votre épouse, puisque à l'époque, je crois qu'on vous demandait de ne pas dire que vous étiez... Oui, ça c'était au début. Au début. Mais personne ne le disait, Okay. Que ce soit Dassin, que ce soit tout le monde, parce que... voilà, les chanteurs à minette, les beaux gosses, on avait un public féminin, donc on nous avait dit attention, rien dire. Et moi, ça me faisait mal. Ben oui. En fait, ça me faisait mal. Et un jour, sur une radio, on peut le dire, sur Europe 1, il s'appelait Lafont. Il y a une question qui vient et on dit voilà, une question d'une spectatrice. Est-ce que vous êtes marié? Directement, moi. Oui, je suis marié. Et à partir de là, tous les journaux à sensation. Et voilà. Et ça ne m'a pas fait de tort. Au contraire. Au contraire, les gens ont trouvé ça formidable, que je sois marié, que j'ai des enfants, que une situation normale comme eux, quoi. Que j'étais pas quelqu'un de, je sais pas, venu de l'au-delà ou je sais pas, une star, quelqu'un d'inaccessible. Non, j'étais comme eux et ils ont accepté ça. Et à partir de là, eh bien merci, ça ne s'est jamais plus arrêté. Si je vous parle de ça, c'est parce que là, dans cet album Tous s'oublient un jour,
Je l'ai écouté plusieurs fois en préparant cette interview. J'ai l'impression que vous parlez à votre épouse. C'est incroyable. On s'attendait... Ah, attends, j'en ai noté... Je sais plus, il y en a tellement des chansons d'amour. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et si je ne t'avais pas, on s'attendait. Et ma reine de cœur. Quand on entend ça, on s'attendait... cette vie-là, vous dédiez vos chansons à votre épouse ou pas? Est-ce qu'elle est la trame de tout cela? Oui, je l'ai dédié à mon épouse, mais sachez que quand je parle à ma femme, tout le monde se reconnaît. Chaque couple se reconnaît. Quand moi je dis « je t'attendais depuis longtemps sans le savoir, évidemment », chaque jour que Dieu fait, le plus beau jour de ma vie, je ne l'oublierai jamais quand tu m'as dit oui. Moi, je le dis à ma femme, mais il y a peut-être un homme qui le dit à sa femme. Et il y a quand même écrit à Monique. Non, attends, merci à Monique. Pourquoi? C'est beau. Parce que je l'ai fait chanter sur le disque. Je l'ai fait chanter. J'ai pas capté. La fille qui est derrière et qui chante un peu comme Jean Birkin avec cette voix. C'est votre épouse. Attendez. Oui. Oui, c'est ça. C'est ma femme. Un jour, je lui ai dit voilà, pour que cette chanson soit vraie, il faut absolument que tu chantes. Elle me dit mais je ne suis pas chanteuse, je ne sais pas chanter. Je vais t'apprendre comment chanter. Et alors je faisais les accords. Et puis, comme le studio est à l'étage en bas, j'ai mis la musique, le casque et tout. Je lui faisais signe. Au début, elle chantait un peu à contre-temps. Je faisais signe jusqu'à ce qu'elle chante juste, quoi. Et à ce moment-là, ça a donné quelque chose de magique. Ouais. Quelqu'un qui n'avait jamais chanté et qui a réussi à chanter en mesure et avec de l'émotion et avec beaucoup de tendresse. C'est beau peut-être de chanter en couple. Voilà, et ça correspond vraiment à notre histoire. Quand vous l'aviez rencontré sur le mur de la... C'est ça, le muret de la rue du Chêne, c'est ça? C'est devenu un muret... Il y a beaucoup de fans qui font... Le pèlerinage? Le pèlerinage, oui, pour aller voir la maison où on habitait, le petit muret où je chantais toutes les chansons. Je n'étais pas connu à ce moment-là, attention. Oui. J'allais au conservatoire et puis je me mettais sur ce petit muret et je chantais... je me chantais toutes les chansons que je composais déjà avec Marino Atria, le parolier de Laisse-moi de ma vie et de toutes les années 70, qui habitait en face de chez moi. Et donc, j'étais sur ce petit muret et je me chantais des chansons. Ils sont dans un cahier, c'est une centaine de chansons qui sont jamais sorties. Elles sont là, jamais elles ne sont sorties. Parce qu'il y avait des connotations de Paul Naref, d'Adamo, de plein de chanteurs. Bien sûr, au départ, je composais, mais après, j'ai compris que si je voulais exister, je devais devenir Frédéric François, avec un style bien à lui et avec une façon de chanter et de ne pas imiter qui que ce soit. Bien sûr. Ouais. On va s'écouter un petit extrait de On s'attendait, votre nouvel album. Allez, d'accord. On s'attendait depuis longtemps sans le savoir, évidemment. De chaque jour que Dieu fait, le plus beau jour de ma vie, je ne l'oublierai jamais quand tu m'as dit oui. Voilà. Ah oui. Alors, si vous voulez écouter ma femme, il fallait aller un peu plus loin. On n'a pas sélectionné le... Vous auriez pu le mettre un peu avant. Et alors là, on aurait écouté la voix de ma femme parce que c'est intéressant. Mais le public ira l'écouter. Ah oui, le public peut l'écouter. En CD et sur les plateformes aussi. Ah oui, bien sûr. Allez. Ce public, tiens, d'ailleurs, qui vous est toujours fidèle depuis tant d'années, de génération en génération, vient vous applaudir. À l'Olympia, vous y serez le 16 octobre, je crois. Le 16 novembre. 16 novembre. Il vous suit. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes un des rares artistes français qui ait autant de fans encore aujourd'hui, qui depuis les années 70. Ça vous fait quoi? Peut-être merci, je pense comme vous devez dire souvent. Non, ça m'émeut dans la mesure où voilà, je suis un passionné, je fais des musiques, je m'entoure de paroliers, je fais des chansons de la vie et je leur donne des messages. Par exemple, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, qui est devenue une chanson très connue et dans la mémoire collective. Voilà, c'est un message d'amour. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, par exemple.
Pour moi, c'est une chanson d'amour. Ça m'émeut. Bien sûr, je les remercie pour cette fidélité. Merci aussi de m'avoir choisi pour cette continuité et pour leur apporter des chansons qu'ils vont chanter, qui vont rester dans leur famille, des chansons qui s'approprient et qui leur rappellent des souvenirs, peut-être des histoires qu'ils auraient voulu vivre aussi, ou des histoires qu'ils vivent. Qu'ils ont vécu. Ou qu'ils vivent actuellement. Bien sûr. Et donc, voilà, pour moi, je trouve ça important de faire partie de leur vie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas seulement... Bien sûr, chanter, c'est important. Le fait qu'ils viennent pendant 2 heures dans un spectacle comme si c'était une communion, comme si c'était un rendez-vous d'amour, c'est hyper important. Parce qu'ils me donnent de l'amour, mais moi, je leur donne aussi beaucoup d'amour. Et donc, voilà, ils repartent avec des étoiles dans les yeux. Et ça fait mon bonheur, ça. Vous voyez, de faire plaisir, de les voir sourire, de les voir heureuses ou heureuses aussi. Eh bien, ça me touche. En fait, dans ma vie, j'aurais fait quelque chose de bien. J'aurais laissé des chansons françaises dans la mémoire collective qu'ils ont chantées, qu'ils chanteront encore. Voilà, je trouve ça très beau. C'est pas seulement quelques notes et une musique qu'on fait comme ça. Ça va beaucoup plus loin. On est face à des êtres humains, on est face à des familles, on est face à des gens à qui on apporte du bonheur, des personnes qui sont peut-être seules et qui écoutent les chansons le matin. Et pour eux, waouh, c'est un rayon de soleil et ils peuvent passer une journée magnifique. Donc, ça va plus loin. Et quand ils viennent presque, je dirais, communier avec vous, quand on entend les gens « Sur mon cœur te dit je t'aime », quand vous les laissez chanter, mais l'Olympia, il doit vibrer à ce moment-là. J'ai intérêt à ne pas oublier les paroles. Ah, ça peut arriver. Non, vraiment, ils se mettent à chanter parce que c'est leur chanson. Une chanson qui a peut-être pas failli exister d'ailleurs, aussi. Pourquoi ? Alors, vous avez écrit dans votre livre, c'est pour ça que je trouve l'anecdote intéressante, quand vous la présentez à Régis Tallard, il fait « ouais, ok, bon ». Et apparemment, vous serez rentré et vous étiez pas très très chaud et on vous a dit « si, tu vas l'enregistrer, de toute façon, on a plus le temps ». C'est ça l'histoire de « Mon cœur te dit je t'aime » ? Oui, ça m'a fait mal. Parce qu'elle est super cette chanson. Non, la réaction m'a fait mal. De Tallard ? Oui, cette réaction m'a fait mal. Ouais. Moi, avec toute l'angoisse que j'avais, vu que j'avais préparé cette chanson, je l'avais écrite, j'assiste aux enregistrements, je dirige tout le monde, jusqu'au mixage et jusqu'à la gravure. Et donc, voilà, quand j'ai présenté cette chanson, j'attendais quoi ? J'attendais qu'on me dise « bravo, ah, c'est une chanson magnifique ». Et on m'a dit « oui ». Et là, j'ai eu comme un choc, mais vraiment au cœur, et j'ai dit au manager « ben voilà, il ne l'aime pas, la direction n'aime pas ma chanson, on va refaire une autre chanson. » Et on m'a dit « mais non, on n'a pas le temps, il faut sortir la chanson. » quoi. Et alors on a sorti cette chanson, et mon Dieu, regardez, le succès que ça a fait. Et je vais même dire mieux, si je retrouve mon bouton, écoutez. Allez, d'accord. Mon cœur te dit je t'aime. Évident. Il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de toi. Mon cœur. Michel Jourdan, c'est ça les paroles ? Michel Jourdan. Michel Jourdan, ouais. Évident, vous me dites ? Évident. La musique évidente, le rythme est évident, les instruments évidents, à tel point que quand j'arrivais en France et je parlais avec des collègues et que je leur disais qu'il n'y avait qu'un musicien qui jouait sur ce disque, parce que tout était électronique, ils me disaient « c'est pas possible, nous on emploie des musiciens ». Je dis « non, moi j'emploie pas de musiciens ». Je veux dire, on a des machines, on a des musiciens, un musicien qui sait reproduire tous les sons. C'était Bernard Estardi ? Qui a mixé. Ah, ok. Ça, c'est le grand Bernard okay. qui a mixé Mon cœur te dit je t'aime. Voilà. Mais ces chansons, voilà, quand on l'écoute, une évidence, quoi. Et quand je suis allé dans le studio où occupait Jourdan, c'est lui qui m'a chanté la chanson. Parce qu'il m'a dit, je vais te faire découvrir les paroles sur ta musique. Parce que j'envoie la musique et après lui, écrit les paroles. Les paroles, ouais. Alors, il chantait. Et je vous le jure,
il pleurait en la chantant. Michel est tellement sensible, il a écrit des tubes pour tout le monde. Hein. Pour Rulio, et il chantait la chanson et il pleurait. Ouais. Et je comprenais pas. Et maintenant, je comprends pourquoi. C'est une chanson de rupture. Oui, c'était une chanson de rupture, mais peut-être que ça lui rappelait des choses de la vie à lui. Ouais. Il n'a pas écrite par hasard. Hein, parce que souvent, même les paroliers peuvent raconter leur histoire où tout le monde peut se retrouver dans cette chanson. Et voilà, aujourd'hui, je l'écoute et je me dis, oui, évident. Évident, cette mélodie qui se retient et qui se chante, c'est vraiment évident. Et vraiment. Ça fait des moments forts, comme dans vos scènes sur l'Olympia, sur toutes vos scènes en France, en Belgique. Quand le public reprend cette chanson, c'est évident. Et magnifique. Stardy qui a fait un mixage, mais extraordinaire, quoi. Ouais. Qui a mixé Sardou, Jodassin. Enfin, tout le monde allait là-bas, quoi. Ouais. Et il m'a beaucoup étonné pour Je t'aime à l'italienne. Ok, pourquoi? Parce que il était en vacances et on ne pouvait pas aller à Paris dans le 18e, dans son studio. Et il était dans, je sais pas, dans les Alpes, un truc près de la Côte d'Azur. Et on est arrivé là, on a sonné, et il est arrivé avec un petit train. Donc il avait construit un petit train. Ah oui, ça je l'ai lu aussi. Donc comme si c'était un enfant. Il était resté un grand enfant, en fait. Il mesurait 2 mètres, on aurait dit un grand enfant. Donc sa maison était perchée très haut, on ne la voyait pas. Et il est venu nous chercher en petit train. Avec son petit train, on est monté dans son petit train et on est arrivé dans ce genre de fermette qui était là-bas. Et j'ai découvert un studio qu'il avait monté. Il me dit, il n'y a pas de courant, mais il y a un générateur de courant, ça fera l'affaire. J'étais angoissé, moi. Ah ouais. Et je dis, mais je vais chanter où? Ah, qui dit, c'est très simple. Tu vas chanter dans ma chambre à coucher. La sono devait... Oui, et je dis, mais pourquoi? Parce que le son là-bas voilà. est fantastique. Donc c'était Un magicien. C'était un magicien du son. La chambre était, quand je dis sa chambre à coucher, la pièce était vide. Mais le son qui sortait de là était magique. Et donc, j'ai chanté Je t'aime à l'italienne dans une chambre à coucher. C'est excellent comme anecdote. Et c'est un grand professionnel, mais il y en a une autre, j'aimerais qu'on l'évoque. Vous auriez dû faire une tournée, paraît-il, avec Dalida, une tournée de duo, c'est ça? Oui. Et malheureusement, le 3 mai 87, elle nous quitte juste avant que ça se concrétise. Oui. C'est Son ça? manager et mon manager avaient prévu de faire cet été-là une tournée ensemble. Ah, c'est ça, ok. Voilà, elle m'avait déjà remis un disque d'or de Mon cœur te dit je t'aime ensemble. Et donc, ils avaient prévu de faire une tournée. Pour moi, j'adorais tellement Dalida et elle représentait beaucoup parce que c'était le premier disque qu'on avait écouté à la maison, comme je racontais tout à l'heure. Et donc, je ne sais pas si je l'ai raconté ici ou pas. Je n'en sais rien. Non, je vous en prie. Mais je l'ai tellement raconté. Ah, le premier disque de Dalida? Oui. Ah, peut-être pas, mais allons-y. Ok, mais on le racontera tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'était évident qu'elle passe en star, que moi je passe en première partie. Et ils ont dit non, on fera un jour chacun et on fera la tournée. Et malheureusement, ce soir-là, elle demande à son habilleuse de ne pas la réveiller le matin. Et ce que personne ne sait, c'est que son habilleuse est venue dîner avec moi. Donc j'étais à Montmartre, pas loin de chez elle, et je dînais avec Jacqueline, son habilleuse. Et le lendemain matin, bien sûr, on a appris la triste nouvelle. Et comme Dalida n'était plus là, eh bien Jacqueline est devenue mon habilleuse. C'est fou, ça. Oui. Et vous avez aussi eu la parolière de Dalida. Et alors, les choses s'enchaînent toujours avec Dalida. Elle fait partie de ma vie. Du début vraiment, à la fin. Je pourrais vous... En fait, si j'ai le temps de parler et de vous raconter cette anecdote, c'est très important. Pourquoi? Allons-y. La première personne qui un jour m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit « Mon petit, nous deux, on va réussir dans la vie », c'était Lucien Maurice, son mari. Il était sur Europe 1. On était parti le trouver. Il a vu un petit garçon timide. L'impresario parlait avec lui. Il est venu me trouver. Il m'a tapé sur l'épaule et a dit « Nous deux, on va réussir ». Ça, c'était le premier. Avant ça, bien sûr, il y avait l'anecdote avec le premier disque de Dalida. Parce que mon père, le dimanche, je vais vous la raconter. Bambino. Le dimanche,
après le déjeuner, mon père avait bu son petit verre de vin, il était heureux et tout ça. Et nous, les enfants, on se disait, c'est le moment ou jamais de demander qu'il nous achète la télé. Oui. Et alors, on traversait la rue, on allait devant un magasin d'électroménager, il nous disait, voilà, les enfants, choisissez la télé qui vous plaît. Alors, OK. Et nous, moi, je disais celle-là, mon frère disait celle-là, ma soeur disait celle-là, peu importe. Et lui, il poussait la porte et il savait déjà qu'elle ne s'ouvrirait pas parce qu'on était le dimanche. Et il nous regardait comme s'il était déçu, comme s'il était peiné. Il disait, voyez les enfants, c'est fermé, mais ne vous tracassez pas, on reviendra dimanche prochain. Oui. Alors, on y retournait le dimanche prochain. Comme les enfants sont très intelligents, un jour, on lui a dit non, on va y aller en semaine. Samedi, oui, en semaine. On y est allé en semaine. Et là, la porte s'est ouverte. Ouais. Alors, c'était extraordinaire. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas les moyens de nous acheter la télé. Et donc, il a acheté un poste de radio avec un pick-up. Et il a acheté un premier disque qui était Dalida, Au Sole Mio. Et donc, regardez le chemin de Dalida. Lucien Maurice, le disque d'or, le disque... Micro-sillon d'argent Au Sole Mio. Ah, Au Sole Mio. Au Sole Mio, que mon père chantait. Et puis la remise de disque d'or, et puis la tournée qu'on devait faire ensemble. Comme si Dalida nous suivait partout. Et quand Dalida est partie, la parolière n'a jamais plus voulu faire de chansons pour personne, sauf pour moi. Michael, qui avait fait Parole, qui avait fait Gigi l'Amoroso et tout ça, a dit « Ok, je vais travailler avec toi maintenant. J'accepte. » Et elle avait une façon de travailler tout à fait bizarre. Pas qui me correspondait pas. Elle vous a appelait en pleine nuit, c'est ça? Voilà, j'avais pas l'habitude, moi. Donc je lui présente plein de mélodies, comme d'habitude, et elle me dit « Non, ça me parle pas, il n'y a pas de tube là-dedans. » Moi, j'étais terrorisé, je me dis « C'est pas possible, il y a tellement de belles mélodies. » Et elle me dit « Voilà, j'ai un titre pour toi, et c'est un tube. Ça s'appelle « Une nuit ne suffit pas. » Dis-moi un peu... là, maintenant, si je te dis une nuit ne suffit pas, qu'est-ce qui te passe par la tête comme mélodie? Et moi, je disais, je ne sais pas, une nuit ne suffit pas. Elle me dit, tu vois, quand tu veux, ça, c'est un tube. Ok. Et alors, elle avait pris cette habitude-là, et elle m'appelait même à minuit. Elle sentait le et truc. Elle me disait, j'ai un tube pour toi. À tel point que je me disais, c'est pas possible, c'est une sorcière. Quand elle dit que c'est un tube, ça devient un tube. Elle me dit, j'ai un titre pour toi qui s'appelle « Est-ce que tu es seul ce soir ?» Ça, c'est un tube. Qu'est-ce qui te vient comme idée, comme mélodie dans la tête actuellement, quand je te dis ça? Je disais, moi, Michael, mais est-ce que tu es seul ce soir? Qu'est-ce que tu entends comme rythme? Elle me disait, eh ben, une valse lente. Et c'était parti pour la valse lente. Et lente. moi, de lui dire, sur 2-3 paroles, OK. Est-ce que tu es seul ce soir? Elle me dit, voilà, ça c'est un tube. En fait, ce qu'elle voulait, c'est me prendre vraiment sur le moment même, mon émotion, et ce que j'allais lui donner comme mélodie. Et on a fait tous les tubes comme ça. C'est fou. C'est complètement dingue, et je l'appelais la sorcière. Alors en tout cas, là, il y a d'autres paroliers dans cet album, je le remonte pour ceux qui nous regardent. Il y a Frédéric Zetoun, bien sûr, avec qui vous travaillez depuis longtemps. Finalement, dans cet album, allez, est-ce qu'il y a une chanson qui vous résume le plus? Moi, j'aurais peut-être dit, vous me dites si j'ai tort ou raison, Ma vie, c'est ma vie, finalement. La chanson qui vous résume le plus de cet album. Celle qui me résume le plus, oui. C'est une histoire qui commence à l'ombre pour finir sous le soleil. Et bien sûr, voilà, c'est un refrain, c'est ma voix à la radio. Voilà, c'est le rêve que j'avais rêvé depuis toujours. Ma vie, c'est ma vie, elle chante pour toi. Donc celle-là me résume vraiment. Ouais. Oui, mais il y a ma reine de cœur aussi. Ah oui. Moi, j'aime bien ma reine de cœur. C'est votre préféré de cet album? Oui, je sais pas, mais je trouve que chacun d'entre nous a une reine de cœur. Oh, c'est vrai. Une ou plusieurs pour certains, ça dépend. Mais oui, écoutez... Mais au moins une. Au moins une, hein. Finalement, tiens, puisque ça vous résume bien, et on va peut-être terminer avant de regarder les questions de nos amis sur Internet, terminer avec ceci. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réalisé, parce que je crois qu'on vous a peut-être pas jamais posé la question, vous avez réalisé 2 rêves dans votre vie,
peut-être le vôtre et celui de votre papa, Oui. lorsqu'il vous a dit non, tu ne descendras pas à la mine, si je l'ai fait, c'est pour vous offrir une place au soleil. C'est la vérité. Et vous avez atteint la place au soleil? En quelque sorte. Ah, Ça c'est-à-dire vous qu'il y a étonne, hein? il y a peut-être d'autres projets alors. Non, ça vous étonne parce que j'ai consacré toute ma vie à mon public, ma passion, et j'ai peut-être laissé oublier les choses les plus importantes de la vie, qui sont les choses les basiques. Voir grandir des enfants, voir s'en occuper. Mais j'ai rattrapé tout ça avec la dernière. La dernière où j'étais plus présent peut-être. C'est vrai qu'à 20 ans, on veut décrocher la lune et je ne sais pas, si c'était à refaire, peut-être que je referais la même chose. Voilà. On a peut-être des petits regrets, mais tout s'oublie un jour. C'est bien pour terminer cet entretien. En tout cas, je vous remontre voilà, l'album de Frédéric François, Tout s'oublie un jour. Vous serez le 26 octobre au Cirque Royal à Bruxelles, en Belgique. À Bruxelles. Et la date, le 16 novembre à l'Olympia À de Paris. l'Olympia de Paris. Et en tournée dans toute la France Oula. après. 2026. Mais je suis déjà en forme. Vous êtes prêts? Parce que oui, il y a une grande tournée. Et puis vous repasserez à Lille. J'ai vu, vous serez au Sébastopol de Lille. Donc vous viendrez Oui, nous voir. Mais à Lille, voilà, Public. c'est une histoire d'amour, oui. Cher Frédéric, je vous propose maintenant de lire quelques questions de nos spectateurs qui nous ont regardés sur les réseaux sociaux. Alors j'en ai reçu pas mal. Alors, tiens, une question de Fabienne. Avez-vous un rituel particulier avant de monter sur scène? Oui. Oui, une pensée. Une pensée pour ce que j'aime. Et un petit signe de la croix. Un petit signe de croix. Et je dédie le spectacle. C'est beau. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages. On m'envoie beaucoup de fans. De Viviane qui dit « Continue à nous faire rêver Fredo ». Nadine « Bravo Fredo, tu es génial ». Chantal « Une carrière remplie de trop belles chansons d'amour. On s'y retrouve tellement ». Claudette « Quel plaisir de vous écouter. Nouveau super album ». Claudette a acheté votre album. Voilà, beaucoup de fans vous embrassent en tout cas. Moi, je vous embrasse très très fort. On a une question aussi, allez tiens, de Cathy. Quel métier Frédéric aurait-il aimé faire s'il n'avait pas été artiste? Bon, d'abord, je faisais des études en Belgique à 3 qui menaient à 2 et à 1 pour être ingénieur. Mais bon, j'ai quitté les A3 pour partir au conservatoire. Et donc, j'ai fait des années de conservatoire. Voilà, ça aboutissait à être professeur de musique. Hein, professeur, voilà, je donnais déjà des cours de guitare. J'aurais pu être professeur. Et je pense que aussi, en faisant la déclamation, la phonétique et tout ça, j'aurais pu être peut-être présentateur de radio. Avec non, plaisir. Non, je n'aurais pas pris votre place, je vous jure. Non, il y a pas de place. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur Mélodie. Il y a un dernier message qu'on a sélectionné. Merci Fred, tu as bercé mon enfance. Je t'ai écouté tous les dimanches matins par ma maman qui est fan. Je t'ai écouté en vinyle, en cassette et en CD, la totale. Maintenant, je fredonne toujours tes chansons à cause de ma maman. Et au final, elles sont toutes belles, tes chansons d'amour. Une de mes préférées, Aimée, qui est, je crois, juste derrière, voilà. Qui est juste là. Alors, je vais vous... Hop là. Aimer mais aussi toutes les autres. Voilà. Oui, voilà. Mais c'est ce que je dis souvent, en faisant partie de leur vie, les mamans ont fait écouter les chansons à leurs enfants, qui l'ont fait écouter à leur tour à leurs enfants. Voilà, je fais partie de leur famille et les chansons se transmettent de génération en génération. Waouh! Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'un artiste peut recevoir, vraiment. On va continuer longtemps à chanter Je t'aime à l'italienne et voilà, Tout s'oublie un jour. Oui. Merci beaucoup Frédéric François d'avoir été parmi nous. Merci à toi, vraiment. Et puis on se requitte sur encore un petit bout de Tout s'oublie un jour. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup et à très bientôt sur Mélodie. À très bientôt, je vous embrasse très fort. Tout s'oublie un
un jour les chagrins d'amour. Non, rien de toujours, tout s'oublie un jour, tout s'oublie un jour. Mon amour, tout s'oublie un jour. Mélodie, la radio vintage forever.